Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les Itata et bienvenue à nouveau dans votre émission Faut causer. Ce soir sur notre plateau, on mettra en lumière des héros, des héroïnes dont on ne parle pas assez. Ce sont des femmes, des hommes, des jeunes ou des plus âgés qui donnent de leur temps, qui par amour, par devoir et parfois parce qu'il n'y a plus personne, eh bien écoutez, on choisit d'accompagner les personnes les personnes autour d'elles en étant eux-mêmes aidants familiaux. Alors, les aidants familiaux, on le sait, chez nous en Martinique, la famille, c'est sacré. Au-delà de ce que nous connaissons, de ce que nous savons, il y a cet élan de solidarité, mais au-delà de cela, il y a des choses dont ils ne parlent pas, ces aidants familiaux, par pudeur peut-être. On leur posera d'ailleurs la question dans un instant, mais il s'agit aussi au-delà de ça de cette surcharge, cette charge mentale qu'ils subissent, cette solitude, ce sentiment de solitude face à la maladie, face à la souffrance d'un proche, d'une personne qu'on aime, et quand on se sent seul, comment faire, à qui parler. Alors nous, ce soir, sur notre plateau, on va se tourner vers nos 4 invités qui ont accepté de témoigner, nos 3 invités, et on dira un référent que je vous présenterai dans un petit instant, et on leur posera la question de savoir est-ce qu'il y a des limites dans le don de soi, de cette vie, de ce choix qui a été fait. Alors, important, Monsieur Elisabeth, Madame Cadreau, Madame Maëlle, vous êtes là ce soir pour partager votre histoire. Il est important pour les Itata donc de comprendre votre réalité, pourquoi vous avez fait ces choix-là, n'est-ce pas, et afin de comprendre ce qu'il y a aussi derrière les réalités de plus de 20 000 personnes qui ont fait le même choix que vous en Martinique. Déjà, merci d'être là. On va commencer par vous, Monsieur Elisabeth. Bonsoir, oui. Monsieur Elisabeth. Bonsoir. Max, vous êtes donc un éducateur à la retraite. Tout à fait. Et vous êtes aidant de votre conjointe qui a, vous le disiez en introduction tout à l'heure, en préparation, elle a 84 ans. 84 ans, oui. Vous êtes venu témoigner, vous avez accepté, quand l'invitation vous a été donnée, vous avez accepté de venir sur le plateau parler de ce que vous vivez au quotidien avec votre conjointe. Pourquoi était-ce important pour vous d'être là? Alors oui, très important au sens que nous avons besoin de prendre de la distance par rapport à ce que ce que nous faisons, je dirais, et ce type de démarche en particulier. Et venir ici, c'est un défi, en fait. C'est un défi. Venir parler, c'est prendre de la distance par rapport à cela. C'est en même temps réaliser qu'il y a derrière tout ça toute une expérience qu'on peut partager. Et ça me fait du bien d'être là pour en parler. Eh bien, écoutez, ça va certainement faire du bien à quelques-uns et on espère le maximum de Itata qui nous regardent. Merci à vous pour ce courage parce que souvent, quand je fais des invitations, on me parle des caméras. Les Itata, venez sur notre plateau, partagez comme Monsieur Elisabeth. Vous verrez que ça fait du bien à beaucoup de gens. Merci à vous. Je me tourne vers vous tout de suite, Madame Maëlle. Donc vous avez une histoire qui est assez poignante, comme les 3 histoires ici. Elle est assez touchante et remplie de vérité. J'ai envie de vous laisser quelques minutes pour parler un petit peu de cette histoire que vous m'avez contée en amont. Vous avez été aidante de votre grand-père et de votre grand-mère, les deux, entourée d'un père qui était lui aussi malade et d'une maman fragile. Voilà. Alors, pourquoi pour vous c'était important de répondre à cet appel à témoins que vous avez vu sur les réseaux? Parce qu'il est temps de sortir du silence. Des fois, on garde des choses pour soi, on vit des choses que les gens ne comprennent pas, il y a des réalités que les gens ne voient pas. Et c'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a vécu, puisqu'on n'est pas des cas isolés en fait. On pense qu'on est seul, mais on n'est pas du tout seul et c'est important de sortir du silence. Voilà. Très bien, merci à vous. Dans un instant, on reviendra pour parler un peu de ce que vous avez vécu, comme vous le disiez, afin de partager cette expérience touchante. Madame Wide Cadreau, alors bonsoir Madame Cadreau, vous êtes vous aussi, vous avez une superbe histoire, vous avez tout quitté. Vous viviez en France et vous avez tout quitté pour prendre soin de votre grand-mère. Oui. Pourquoi ce choix? Par amour, principalement, pour le lien. Et ce lien qu'on voudrait garder jusqu'au bout. D'accord. Alors, et vous êtes là aussi à titre de candidate, on le dira, vous le savez, chers Itata, vous avez dû le voir, nous avons reçu jusqu'à présent 3 candidates, vous êtes la 4e candidate de Global, donc Miss Global internationale, qui fait une élection ici grâce à la présidente que nous avons reçue ici, Madame Pignatiello. Donc, dites-nous en quelques mots, s'il vous plaît, avant de passer à Madame à côté. Alors, je suis passionnée de l'univers des Miss depuis un certain temps maintenant et
à travers cet univers, j'ai envie d'utiliser ma voix pour parler de cette cause qui me tient à cœur, qui est le statut d'aidant familial. Et quand je suis arrivée en Martinique, moi j'ai beaucoup eu de mal à trouver des renseignements, à trouver des groupes de parole. Et je pense que partager son expérience, en tout cas une expérience de plus, est formateur et nourrit les autres. Bien Et sûr. moi-même aussi. Au Très bien, passage. merci à vous, Wide. On se tourne vers vous. Merci pour la transition, Madame Cadreau, parce que justement, vous êtes là, Madame Micheline Becker, en tant qu'ancienne infirmière, mais en fait toujours infirmière, mais surtout en tant que directrice d'une société qui s'appelle Un Souffle pour Soi. Alors, je vais demander à en régie s'il est possible d'afficher votre... Super, voilà, donc Un Souffle pour Soi, c'est votre bébé qui est tout récent, et vous l'avez créé, ce bébé, pour aider les aidants. Les aidants. Pourquoi était-ce important pour vous? C'était important pour moi parce que justement, c'est par rapport à ma profession et que j'ai rencontré souvent des personnes un peu perdues, un peu même dans un état de faiblesse, de fatigue, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et ils n'en pouvaient plus, pas seulement sur le plan émotionnel, mais physique. Il y a trop de choses à faire en tant qu'aidant, trop de choses. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans. Et j'ai aussi, en tant qu'expérience personnelle, puisque mon père est décédé en Guyane et moi j'étais ici, et je n'avais aucun contact en Guyane pour essayer de m'aider à faire certaines démarches. Et je me suis dit, tiens, ça serait une bonne chose, pourquoi pas créer ça pour les aidants familiaux, qui puissent avoir un contact quand ils sont seuls et les aider dans les démarches administratives surtout, les démarches au niveau médical également. Donc voilà, c'est surtout mon expérience professionnelle qui m'a poussée à... Oui, on parle souvent, quand on parle d'aidants familiaux, on parle d'épuisement, les longues nuits, vous me direz, hein, vous me confirmerez, de longues nuits blanches, n'est-ce pas? Et je parlais de solitude et cette charge mentale. Qu'est-ce que vous mettez en place dans l'association avant d'entendre les témoignages? Alors moi, le plus important pour les aidants, c'est le répit. Le répit. C'est ça. Voilà. Le répit, c'est ce qui permet aux aidants de mettre une bulle et de ne penser qu'à soi, d'oublier. Mais ça, c'est autre chose, c'est très difficile. Y arrive-t-il? Voilà, c'est très difficile. Et on va en parler, mais il y a beaucoup de sentiments de culpabilité. Oui, on en parle, en effet. De culpabilité, et c'est très, très difficile d'avoir ce moment de répit. Et je pense qu'ils y arrivent seulement au moment où il y a plus, ils sont tellement fatigués, épuisés, irritables. Et souvent, je le dis, bon, peut-être que je vais choquer, il y a des formes de maltraitance, mais pas forcément physique, hein. Maltraitance verbale. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent, oh, il y a un problème. Il y a un souci, il faut que j'arrête, il faut que je pense à moi. Voilà, pause. On met pause en fait. Voilà. Et vous êtes là, donc le répit que vous accordez, sous quelle forme? Vous remplacez c'est un répit à domicile pour essayer de laisser l'aider dans son environnement. D'accord. Mais il existe, c'est vrai, des répits, d'autres répits. Il y a des maisons de répit, voilà, ça se développe de plus en plus. D'accord. Et au sein de votre structure, est-ce que vous aidez sur le plan administratif? Quel type d'aide apportez-vous? Si vous saviez comment la charge administrative est énorme, elle est compliquée et elle est longue et lente. Donc, il y a beaucoup d'aidants qui laissent tomber. Hein. Ils laissent tomber, ils se disent, bon, il y a trop de papiers, trop de démarches, il faut faire des allers-retours. Vous vous rendez compte que c'est une personne d'un certain âge, un senior, qui doit faire ça pour son épouse. C'est pénible, c'est vraiment pénible. Donc, moi, je suis là justement pour alléger le mental. Oh, formidable. Merci, Madame Becker. Ben, écoutez, on va en parler tout de suite avec vous, Monsieur Max Elisabeth. Alors, ce répit dont parlait Madame Becker à vos côtés, vous l'avez connu? Est-ce que la culpabilité, vous l'avez connue également? Comment ça se passe? Je voulais commencer par cela. Oui. On ne s'improvise pas aidant. Cependant, on n'a pas toujours le loisir de savoir exactement quand ça va arriver. On n'a pas non plus le loisir de faire
d'avoir les informations qu'il faut. Mhm. On n'a pas toujours non plus le loisir de faire les formations qu'il faut en Ouais. préalable. Oui. Ça peut nous surprendre. On est dedans, on n'a pas vu à quel moment qu'on est dedans, mais on est dedans. Comment on peut- Alors moi, j'ai un privilège de ce point de vue-là, parce que j'ai été d'abord le tuteur d'une personne que j'aimais beaucoup, c'est une enseignante à la retraite, et donc je débarquais dans cette démarche. C'est quelqu'un qui m'avait demandé pour elle. J'ai accepté. Et alors, c'est une première expérience qui m'a boosté, si on peut dire. C'est incroyable. C'est vrai que je fais du social. J'ai été dans Vous étiez la éducateur. fonction, d'accord. Et ça m'a fait du bien de faire cette première expérience. Et puis, très peu de temps après, je me suis retrouvé le tuteur de ma propre maman. Alors, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de... c'est un champ beaucoup plus important parce que il y avait mes frères, les sœurs, il y avait de la gestion financière, administrative, les horaires à faire. Bon, enfin, c'est un champ d'expérimentation extraordinaire. Ça a duré quand même 2 ans, 2 ans et demi. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la question de l'aidant. Vraiment. Et après cette expérience, il y a eu un temps mort où j'ai commencé à réfléchir sur la question, personnellement. C'est vrai que j'étais en relation avec d'autres personnes avec qui je cheminais un petit peu. Mhm. Et puis, c'est arrivé concernant mon épouse. Et quand j'arrive là, j'ai toute une expérience. Donc j'arrive avec je dirais, c'est pas que je sois top niveau, c'est pas ça qu'il faut. Mais j'arrive avec des ressources, j'arrive avec une expérience, C'est ça. j'arrive avec des dispositions particulières. Et puis en plus, c'est mon épouse. Oui. Alors justement, comment vous êtes passé d'un statut d'époux à un statut d'aidant au niveau du couple? Comment ça s'est passé? Alors, C'était pas trop. je ne sais pas comment si- décririez-vous Oui, ce passage-là oui, je ne sais pas s'il y a... où les deux sont confondus? Oui, je ne pourrais pas dire précisément oui, pendant 3 mois, pendant 6 mois, non. D'accord. Mais ce dont je suis conscient, c'est que cette expérience passée m'a permis de rentrer, je dirais, sans difficulté particulière et sans voir à quel moment les choses vont se passer, etc. etc. D'accord. Ça m'a permis de rentrer tout de suite dans l'affaire Mhm. et puis, de prendre la distance qu'il faut parfois et puis d'accepter l'inconnu. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est pas parce que j'avais fait ces 2 expériences qu'il y a des inconnus. Il y en avait pratiquement. Enfin, tout le temps, il y a des inconnus. Alors, il y a des inconnus, justement. Est-ce que vous connaissez dans cet inconnu, ou même le connu, hein, est-ce Ouais. que vous prenez des moments pour vous? La question que nous nous posons ce soir, jusqu'où va-t-on quand on donne de son temps, enfin, on se dédicace entièrement à quelqu'un? Oui. Est-ce que vous prenez des moments pour vous? Ça Vous vous arrive posez d'avoir ce la question répit? de la distance, le recul. Alors, est-ce qu'on peut parler de distance physique? Mais Le recul. Prendre de la on parlait distance de par rapport répit. à la Alors, situation. non, le répit dans le temps. Oui. Et peut-être aussi dans l'espace, c'est-à-dire Oui. que vous vous dédicacez des temps pour vous, vous laissez votre épouse entre les mains, par exemple, d'une Alors- société comme celle de Madame Alors, Becker. dans le contexte précis, il y a beaucoup de prestations. Donc, je ne suis pas dans l'affaire tout le temps. Il y a D'accord. des infirmières, il y a le kiné qui vient sur place, D'accord. etc., etc., etc. Donc, je ne suis pas dans l'affaire, je n'ai pas forcément le nez dans le guidon en permanence. Alors, le sentiment que vous nous donnez, c'est plutôt de ne pas vous en plaindre et d'apprécier et d'être celui qui est vraiment à ses côtés, aux côtés de votre épouse. Il demeure pas moins. Alors oui, j'apprécie tout ça, toute cette diversité de prise en charge. Oui. Mais il demeure pas moins que, du fait de mon âge, hein, du fait de mes soucis aussi, et j'en ai, très personnellement, Mhm. et d'autres choses dont on ne peut pas parler, du fait de tout cela, effectivement, il m'arrive effectivement de me sentir trop près de la situation. Ah oui, d'accord. Il me Ben, vous nous trop dans la expliquerez, situation. d'accord, dans un instant, comment vous faites pour vivre dans cette situation-là Voilà. dont vous parlez. Alors, d'autant que je suis... On va se tourner vers... alors, terminez Oui, juste d'accord. cette phrase. Juste pour dire que, comme j'ai fait du social, je suis plutôt une personne qui éclate de partout, etc. Et se retrouver là,
24 heures sur 24, ça fait quelque chose quand même. D'accord, ben, j'imagine, hein, on Ouais. imagine tous. Madame Cadreau, à votre tour de nous parler un peu hein, de ce choix que vous avez fait, comme Monsieur Elisabeth, de prendre soin de votre grand-mère. Comment concrètement se déroule votre aide à ses côtés? Alors, elle est H24. Elle est puisque- dépendante? Oui, D'accord. donc je lui fais ses repas. Il y a aussi des intervenants externes comme monsieur. Mais on vit ensemble, donc du coup, elle est H24 avec moi. Donc moi, je ne ressens pas du tout cette distance. Je suis désolée. Je suis en plein dedans et ce sont mes activités, mes loisirs qui me permettent de souffler, de penser à autre chose. Des fois, c'est quelques heures dans la journée, mais ça fait quand même du bien. Je m'accorde aussi une période de vacances par an. D'accord. Et vous pouvez le faire votre grand-mère, elle est en association ou avec une société? Comment est-ce que vous pouvez partir? Alors, je fais appel à la famille. Donc, D'accord. elle a encore ses enfants et ils acceptent de la garder quelques semaines quand je ne suis pas là. Alors, on vous regarde, Élise Tata, vous serez d'accord avec moi, vous êtes une très belle jeune femme, vous êtes jeune, vous avez une vie personnelle, j'imagine, et des défis à remporter encore. Est-ce que vous arrivez à jongler les deux, le fait d'être aidante familiale et d'être à disposition 24 heures sur 24, vous le disiez, et votre vie personnelle hein, comment c'est possible de jongler les C'est deux ou très pas? délicat. C'est très, très délicat car c'est beaucoup de pression. C'est le terme. Parce que la charge mentale est très, très lourde, mais ça va faire maintenant 3-4 ans. Donc, plus les années avancent et plus on se forge. On se forge, on analyse et on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le bien-être de cette personne, c'est l'amour qu'on lui porte et l'amour qu'elle nous rapporte, enfin qu'elle nous renvoie au quotidien. C'est ce sur quoi je me concentre. Actuellement. Oui. Donc on ne ressent pas ce côté un peu difficile, un peu dur, dirait d'autres, de consécration entière de sa personne à... C'est par période. C'est par période. Voilà. Rien n'est plat. Ça va faire des hauts et des bas. Ouais. Alors il y a des mois où le quotidien est très calme, et il y a d'autres mois c'est plus agité. Et là, on est fatigué. Elle est fatiguée et du coup il y a des tensions, il y a des crispations, mais on prend sur soi et on avance. On se dit que demain sera toujours meilleur en fait compte. Et depuis que vous êtes revenu, vous m'aviez dit avoir tout abandonné en France pour rester avec elle, est-ce que votre relation a changé? Elle s'est améliorée? J'ai toujours eu un très fort lien avec ma grand-mère. Elle s'occupait de moi quand j'étais très jeune D'accord. pour laisser ma maman faire ses études, qui fait que prendre cette décision a été une évidence. Oui, une évidence. Ça a été une évidence. Ma mamie, c'est ma première maman. Et donc, quand je venais en vacances, je dormais avec elle. Et là, de fait de vivre avec elle, c'est la même chose. Donc, notre relation n'a pas changé. Et même si elle ne se souvient pas totalement de moi, elle se souvient de ce lien. Elle se souvient de l'amour qu'elle me porte. Et c'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui vous importe, comme c'est bien dit. C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Et c'est le but de cette émission, montrer également. Vous vouliez intervenir? Oui, je me retrouve un petit peu dans ce qu'elle vient de dire là. Et, je suis aidant, mais c'est mon épouse. C'est ça. Je veux dire que L'émotionnel. dans cette situation, je veux dire, qu'est-ce qui est plus important, les dents ou l'époux? Je veux dire. Et là, ça, on ne fait pas le distinguo. Ouais. On est dans l'affaire. On réalise des fois qu'on est trop collé à l'affaire et qu'on a besoin de faire, on voudrait faire autre chose. De souffler. Mais n'empêche C'est ça. qu'on a 50 ans de mariage, mine de rien, Ah oui, de vie commune. ah oui, d'accord. Et ça, je veux dire, ça se fait tout seul, etc. Mais en fait, c'est vrai que ça facilite un petit peu quand même le fait
que ce soit mon épouse. Absolument, vous répondez à ma question initiale de tout à l'heure. Hein. Vous arrivez Oui. clairement à bien faire vivre l'époux Voilà. les dents en même temps. Bien sûr. C'est formidable, Voilà. c'est beau, comme vous disiez, Madame Becker, tout à l'heure. On va se tourner vers vous, Maëlle. Alors, Maëlle, qu'est-ce qui vous a frappé le plus quand vous avez pris cette décision? Grand-mère ne va pas bien, grand-père ne va pas bien, je suis là. Je disais en introduction que certains jeunes le font par amour, par devoir ou encore parce qu'il n'y avait personne d'autre. Dans votre cas de figure? Alors, dans mon cas, je pense que c'est un petit peu comme Wade. C'est ça. C'était une évidence. Il faut savoir que j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai été élevée par eux jusqu'à l'âge de 7 ans, il me semble. Donc, j'ai vu qu'il y avait un besoin, je suis passée à l'action sans réfléchir. Voilà. Dans mon cas, c'est particulier puisque j'ai déménagé aussi. Je vivais en France et j'ai tout laissé. Je n'ai pas renouvelé un contrat. J'avais prévu de reprendre mes études, de passer un concours au mois d'avril. Donc en janvier, fin janvier, j'arrive en Martinique pour 2 semaines, puisque je devais partir en Guyane pour m'occuper de mon père. Je me suis dit, je fais une escale en Martinique. Et le jour où j'arrive, ma grand-mère, elle a un petit souci. Donc toute la nuit, on avait sur elle et elle s'est retrouvée à l'hôpital pour un moment. Et je n'avais pas à cœur en fait de partir parce que je me dis, c'est elle qui m'a élevée. Qu'est-ce que je fais? Je suis prise entre deux eaux, mon père là-bas, ou ma grand-mère ici. Et je ne peux pas laisser la personne qui m'a élevée pour la personne qui ne m'a jamais accompagnée. Et je me suis dit, c'est un peu injuste comme choix, donc je veux les deux. Grâce à Dieu, mon père a pu venir en Martinique. Et donc, du coup, ça a été un début, comment expliquer? C'était très difficile. Donc, la question, c'est... Est-ce que les émotions reviennent? Bien sûr, c'est pas bien grave. Alors, la suite par rapport à votre témoignage de ma question allait, parce que les émotions reviennent, vous avez traversé des moments difficiles. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile, oui. À quel moment vous avez dit, c'est dur, mais je tiens? Est-ce que ça vous est arrivé? Au début, j'étais vraiment très heureuse. Je le faisais automatiquement. Donc, je cuisinais pour mes grands-parents, je décorais les plats, je faisais à manger sur le charbon, les soupes. Vraiment, je prenais le temps de faire pour eux. Hein. J'aimais être présente pour eux, j'aimais faire des choses pour eux parce que je vivais en France, je ne les avais pas vus depuis longtemps et je sais pas, j'étais heureuse d'être là. Et puis, les choses ont commencé à changer. Il y a un certain timing sur notre vie. On commence à sentir que les aînés, ils ont eu leur expérience, etc. Moi, j'ai mon âge qui monte, j'ai mes études à reprendre. Et le truc qu'il y a, c'est que je ne parvenais plus à me choisir. Et je commence à faire les choses automatiquement. Je fais. Et c'est arrivé un moment où vous vous êtes dit, là, j'en peux plus? Exactement. Et c'est là où j'ai eu peur, en fait, de basculer dans le schéma de la maltraitance parce que je commençais à être... Alors, quand la fatigue prend vraiment le dessus, parce qu'il faut savoir que mes deux grands-parents, au bout d'un moment, ils étaient alités. Et j'ai une grand-mère qui criait mon nom en pleine nuit. Donc, je me réveillais en sursaut. Mon cœur, c'était quelque chose. Hein. À l'heure actuelle, 3 ans après, j'ai encore... je peux me réveiller, en fait, en sursaut. Et voilà. Je pense qu'il faut vraiment que... Voilà. Donc, ça m'a vraiment marqué physiquement. Et plus encore. Et je me suis dit, là, mon cœur commence à... Je sens que physiquement, il faut que je puisse prendre de la distance. Là, je n'en peux vraiment plus. Je sentais que la fatigue prenait le dessus. Je me sentais incomprise parce que ce qui se passe des fois, c'est que... Avec tout l'amour que j'avais pour mes grands-parents, la relation a changé puisque je me suis rendu compte qu'ils étaient dans un besoin, plus ma grand-mère. Mon grand-père était très patient. Ma grand-mère, elle a son caractère aussi très piquant. Elle avait son caractère très piquant, donc il y a des mots blessants qu'elle peut dire, parce qu'il y a des gens qu'on va aider, mais avec la frustration de leur vie, des fois, ils ont été tellement indépendants que tout d'un coup, devenir dépendant, ça crée une frustration. Et voilà, on se prend tout en pleine face. Et en fait, je me rends compte que ce que je faisais, c'était pas compris ou forcément validé, ou j'ai l'impression que la personne que j'aide, elle se priorise, alors que moi, je me sacrifiais pleinement. Il est arrivé à un moment donné, puisque c'était pendant le Covid, où je n'ai pas pu garder mon père avec moi, puisque ma grand-mère était possessive en plus. Donc il y a eu des choix à faire, et je me suis dit, bon, là, c'est plus gérable. Donc mon père est reparti en Guyane, il faut repartir en Guyane. Je me suis dit, je vais repartir moi aussi. Il y a eu le Covid, et il me disait que ça allait mieux, etc. Finalement, je vais garder le reste pour la fin.
Mais j'ai encore choisi ma grand-mère. Enfin, et elle n'a pas compris ça. Et ça m'a heurtée. Puisqu'elle m'a sorti une fois, le jour où j'avais accompagné mon père à l'aéroport, que je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de l'emmener chez le médecin. Sauf que les personnes âgées, pendant le Covid, étaient des personnes à risque. Ma grand-mère, elle était un peu hypochondriaque. Hein. Elle n'a rien du tout, elle va très bien, mais il fallait que, à ce moment-là, il fallait qu'elle aille faire sa petite visite de routine, on va dire. Et je lui ai dit, mamie, non, je ne peux pas t'emmener chez le médecin puisque tu n'as rien, tu n'as pas de fièvre, tu n'as pas mal quelque part. Tu ne sais pas s'il y a des gens qui ont le Covid qui sont au Dans la salle dans la salle d'attente. Mhm. C'est dangereux pour elle et elle a pas accepté ça. Il m'a sorti que je ne l'aime pas pour ça. Et ce jour-là, je crois que il y a eu des éclats de voix. Il faut savoir que ma grand-mère, je l'ai aimée de tout mon Alors, vous en cœur. parlez au passé, Elle est décédée. Elle est décédée Mon entre-temps. grand-père est décédé Les deux, et mon père est décédé. d'accord. Et Vous avez réussi à trouver un équilibre après ça? Vous parliez mon Dieu. de réveil en pleine nuit 3 ans plus tard. Ouais. Donc, vous en gardez encore apparemment des souvenirs Absolument. traumatisants? Et le fait d'en parler, justement, ça permet de désamorcer certaines choses. Mhm. Donc, je me suis rendu compte qu'avec toutes déjà ces deuils multiples, le fait de faire preuve d'abnégation, mais à un niveau auquel ça ne semble même pas logique, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu me renier ou me... S'il fallait le refaire, vous le referiez? Bon, en vrai, Différemment, peut-être. je l'aurais refait parce que En tout cas, Je ce le- qui est sûr, c'est que tu réfléchiras Voilà. 2 fois. je réfléchirais à 2 fois. En fait, je le ferais, mais je n'oublierai pas que je suis que la petite fille et que les enfants sont là, en fait. Donc, il faut savoir. Oui. C'est ce qu'on appelle le don de soi, vraiment. Absolument. Alors vous, justement, Madame Becker, quand on entend les témoignages, on en parlait, des histoires touchantes hein, et vraies, authentiques, vous en avez certainement des similaires Tout à fait. dans votre activité. Qu'est-ce que vous apportez comme aide psychologique? Est-ce que vous travaillez avec un psychologue ou Non, comment ça se passe? moi, je ne travaille pas avec des psychologues, mais j'en propose. Je leur dis qu'il faut la première chose à faire, c'est voir un psychologue. En fait, moi, je pense que dès le départ, il faut savoir mettre des limites. C'est ça. On parle d'aidants. Les aidés ne sont pas forcément des seniors. Il faut préciser aussi, il n'y a pas seulement des seniors. Il y a des conjoints, des jeunes, des malades, des maladies chroniques, des enfants en situation de handicap. Donc, il faut bien préciser ça. Un aidant, ce n'est pas forcément pour un senior. Hein. Et il faut savoir, je pense, dès le départ, mettre des limites. Le comportement qu'un aidant a envers ses proches est différent avec un professionnel. Donc moi, je leur dis que tout de suite, il faut savoir dire à son aidé, je suis là pour t'aider, mais tu ne pourras pas, par exemple, m'appeler à n'importe quel moment, pour n'importe quoi. Il faut savoir cadrer les choses. C'est ça. Parce qu'après, ça part, il n'y a plus de limites On est à après. disposition. On est à disposition. C'est tout. Et au moment où vous n'en pourrez, ça sera vraiment, vous n'en pourrez plus, ça sera trop tard. Ils ne vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réagis comme ça maintenant? C'est toujours toi qui as fait ça. Pourquoi tu veux pas le faire? Tu ne m'aimes pas. Ça sera un chantage affectif. Et dès le départ, il faut savoir mettre ses limites. Papa, maman, chérie, mon amour, je suis là. Mais tous les mardis, j'irai au cinéma avec mes copines. Je mettrai quelqu'un en place pour vous. Alors, c'est ça aussi. Je mets quelqu'un en place, mais je connais les aidants. Il y a quelqu'un qui vient. Bon, ben, vous pouvez partir. Ah, non, je vais rester là quand même. Alors, il faut savoir faire confiance aux professionnels. Déléguer. Déléguer. Il faut déléguer. Moi, je dis ça souvent. Déléguer. Il faut tout de suite déléguer. Il y a des professionnels. Bon, bien sûr, dès le premier jour, vous n'allez pas dire, bon, ben, je vous le laisse. Il faut mettre une relation de confiance et dire, après un mois, bon, ben, je laisse Ingrid avec toi. Moi, je pars. Et voilà. Et il n'y a pas de possibilité de me dire, ah non, je ne peux pas. Non. On va me trouver dur, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et après, la personne n'en peut plus. Vous Voilà. connaissez les réalités du Voilà, terrain, tout en à fait. Tout Donc, à fait. vous trouvez dur, non. Vous êtes là justement pour mettre ces garde-fous, fait, nous permettre tout à de fait. les avoir. Est-ce qu'il y a un profil pour des aidants que vous rencontrez? Parce que, à l'instar de ce que nous ont dit nos témoins ici, beaucoup d'empathie, beaucoup d'affinité, beaucoup d'amour. à Alors, fait. il n'y a pas le sentiment de devoir est là, puisque elles l'ont dit, hein, ils l'ont dit tous les trois, mais on entend surtout beaucoup d'affection dans
dans leurs mots. Est-ce que tous les aidants ont ce même Ah profil? non, pas du tout. Pas du C'est vrai? tout. Pas du tout. Ah ben, écoutez, Il y a on a un beau certains- plateau aujourd'hui. Pas du tout. Il y a certains, Oui. ils n'ont pas le choix. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et dans ces cas-là, a-t-on peur de la maltraitance ou- Ça, oui. 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 Et parce ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Et ils n'aiment pas forcément ce qu'ils font. Donc ça va, ils vont le faire, mais peut-être avec moins d'empathie. Je veux dire pas d'amour, puisque bon, et ça dépend aussi des dons. Les dons, c'est pas forcément le mari, ça peut être la voisine, ça peut être, voilà, c'est pas forcément quelqu'un de la famille. Hein. C'est ça. Alors, j'ai trouvé des données en préparant cette émission. Chers Itata, je vous les partage, ainsi que vous, mes invités. Donc, en Martinique, parmi les personnes en situation de handicap, par exemple, 42% sont aidés et la famille et l'entourage sont la source principale. Ça, c'est une chose. Ensuite, toujours en Martinique, évidemment, 70% des aidants sont des proches parents. 70%. On a 76% dans ces 70% qui sont des femmes, donc une majorité de femmes. Et 2 tiers ont plus de 50 ans, 32% ont plus de 60 ans. Et je l'ai dit en introduction également, un article récent comptabilise indique qu'il y a à peu près 20 000 personnes aidantes en tout en Martinique. Alors, avant de continuer avec nos témoignages, Madame Becker, il y a des aides qui sont mises en place, notamment par la CTM, et beaucoup d'aidants, j'étais assez surprise de voir que beaucoup d'aidants ne savent pas qu'ils peuvent être aidés sur le plan, non seulement en termes de personnes, mais aussi des aides à domicile, etc., mais aussi en termes financiers, qu'ils peuvent être parce qu'ils ne travaillent pas, on leur donne une sorte de compensation, d'allocation. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un peu? Alors, il y a l'allocation la plus importante que tout le monde, je pense, utilise, c'est la PA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui permet, qui contribue à j'allais dire entretenir, c'est pas entretenir que je veux dire, mais qui permet d'aider pour tout ce qui est financière? Pas financier, tout ce qui est sur le plan humain. D'accord. Voilà, humain. Donc c'est à partir de la PA qu'il y a les auxiliaires de vie, entre autres, les répits aussi, maintenant les répits. Bon, ça c'est souvent utilisé, c'est régulier. Il y a aussi l'allocation journalier qui permet aux aidants de laisser un peu s'ils doivent s'occuper d'un parent, ils peuvent arrêter un moment de travail, on leur donne une allocation en retour de leur perte de revenus. Voilà. Et il y a aussi pour des personnes handicapées, il y a des aides on peut contacter la MDPH qui aide. Il y a la PCH qui ressemble un peu, mais la PCH c'est après 60 ans. Et bon, la PA, c'est après 60 ans, par contre. Il faut aussi, et tout ça, c'est en fonction du revenu, de l'État. On va utiliser la grille Agir pour pouvoir voir l'autonomie de cette personne et pour donner c'est en fonction de ça qu'on va donner il y a un barème, voilà, en fonction de la grille Agir. D'accord, d'accord. Merci fait. pour ces informations. Allez-y. Du coup, je me dis, est-ce que la PA est suffisante des fois? Parce qu'il y a des familles, voilà, c'est pas grand-chose. Et ça a un coût, en fait, de pouvoir relayer un petit peu c'est clair le flambeau. C'est clair que ce qu'on fait n'est pas suffisant. Voilà. Et donc, du coup, ça représente un coût énorme, un poids énorme financier sur les familles. Et on se retrouve encore à un même schéma. Donc, du coup, travailler pour pouvoir payer une personne pour aider mon proche, ou bien, comme c'est un coût économique que je ne peux pas supporter, ben, je m'y mets. Et du coup, en fait, faire une croix sur sa vie professionnelle et tout ce qui pourrait mener à notre épanouissement. C'est pour ça que ce qui est fait n'est pas suffisant. Voilà, c'est depuis quelques années que je vois que le gouvernement essaie de mettre en place des choses, mais c'est toujours pas suffisant. Surtout que la population est vieillissante. Donc, c'est toujours pas suffisant parce qu'il y a l'APA, mais l'APA, c'est pas tout le monde qui a droit à l'APA. Quand on a un revenu, une retraite, je dis confortable, on n'a pas droit à l'APA. Donc, il y a un plafond et en fonction des ressources, voilà. Je cherchais le terme tout à l'heure. Donc, quand on est obligé de dépenser, voilà. Mais il faut aussi que les personnes pensent. Il y a beaucoup d'associations en Martinique. Il y en a énormément qui aident, qui sont là pour aider, pour orienter, pour informer. Et il faut surtout aussi aller vers les CCAS qui sont très bien représentés. Il y en a dans chaque commune et qui peuvent aider
Et il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à aller les voir. Alors, est-ce que je peux faire une petite minute pub? Du coup, fin novembre, je crois que c'est le 28 ou le 29, il y a une conférence, on va dire, un rassemblement, Pop-up des aidants. ou le pop-up des aidants. Alors, vous avec disiez, ça vivons, s'appelle vivons ensemble la maladie d'un proche. Madame Donc, a dit des aidants. Précisez ce que vous en avez fait, dit. Vous l'avez dit très rapidement, en fait, je n'ai pas pardon, compris le il y mot. aura un rassemblement d'associations Mhm. grâce à, comment Ah, dire, d'accord. grâce à l'association Vivons ensemble la maladie d'un proche. Ils vont inviter des professionnels en fait Oui. pour pouvoir parler sur le burn-out des aidants et sur d'autres choses encore. Et je D'accord. trouve ça super intéressant et c'est une association auquel j'ai eu recours, ma mère aussi, parce qu'elle elle était là aussi pour mes grands-parents. Et ça m'a fait énormément de bien de me retrouver dans une cellule, on va dire, sécure et discuter avec d'autres aidants qui Tout à fait. comprennent notre réalité du quotidien. C'est important de faire ça également. Il Ouais. faut penser à ça. 28, 29 novembre. Il me semble que c'est le Le 28 ou le 29, 29. enfin, le 29 novembre, je ne sais pas si c'est la même chose. Le 29 novembre, il y a le tour des aidants, le pop-up. Ça, Oui, voilà. voilà, c'est le mot que je C'est voulais où entendre c'est tout à l'heure. C'est à orange et Balata. vert. Oui. Orange et vert, le logo du... Oui, c'est à C'est bien ça, Balata. ouais. C'est à Balata. C'est à Balata. Voilà, c'est un rassemblement de toutes les structures qui sont là pour les aidants. J'encourage vraiment Voilà, à y ça aller sera le. parce que- Oui, je serai là. La minute pub est finie. C'est un peu comme si vous m'avez précédé. Justement, j'en parle après vous, pour conforter l'idée que les aidants ont besoin d'être aidés. C'est ça. c'est Et clair. comme Mme Bakir disait tout à l'heure, oui, mais il faudrait qu'ils apprennent à mettre en place, prendre de la distance, faire tout ça. Mais j'ai envie de dire, c'est pas un épiphénomène, c'est, je veux dire, ça s'apprend, j'ai envie de dire. Ça s'apprend. Il faut accepter Et aussi. parmi les choses que les aidants devraient apprendre, c'est l'expérience qui me dit ça aujourd'hui, c'est justement de pouvoir réfléchir lui-même sur les possibilités de s'améliorer. Soi-même. Alors, bien sûr, à travers les séminaires, tout ça, mais en fait, il y a un tas d'autres choses aussi. Comment l'aidant peut décider ou avoir les dispositions qui lui permettent de s'améliorer. Quand je dis ça, c'est toujours l'expérience qui me fait dire ça. Il y a des mots-clés, par exemple. Je dis un mot, bienveillance. Alors là, quand je dis ce mot-là, ça évoque beaucoup de choses. Ça met l'accent sur des dispositions particulières. Bienveillance, c'est extraordinaire. Vous avez dit empathie. Bon, ça ressemble à des mots très savants, mais qui ont une importance considérable dans les dispositions qu'on va déployer, qu'on va mettre en œuvre dans le rapport avec l'autre. Ces mots-là sont porteurs de toute une expérience qui peut s'apprendre en quelque part. Monsieur Elisabeth, ça vous est arrivé dans ces quelques années, vous avez passé aux côtés de votre épouse en tant qu'aidant, de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur? Est-ce que c'est arrivé des moments où on a parlé d'épuisement, de découragement? Oui. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Et il y a ce qu'on sait, parce qu'on a fait les séminaires, on a fait de la recherche, etc. Et puis il y a ce qu'on ne sait pas du tout. Et alors, des fois, je suis, comment dirais-je, sans ressources devant une observation que j'ai faite quant à la situation de mon épouse. Et alors, j'ai vraiment le sentiment d'être dépassé. Oui. Et alors, je suis heureux d'avoir pu, pendant toutes ces années, justement, prendre cette distance qui me permet de réfléchir moi-même, de réfléchir sur ma propre situation et d'aller chercher l'information pour m'améliorer et mieux comprendre cette nouvelle donne qui s'annonce. Et ça, c'est important pour un aidant. Oui, Et ça s'apprend, ça. ça s'apprend. Ouais. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Être Parfois, c'est très bienveillant, compliqué. Ouais. Être bienveillant. Tout ça, voilà. Moi, je rebondis sur ce que vous disiez. C'est très important que les dents soient bien, Oui. mentalement, clair. physiquement, pour pouvoir aider. Si on n'est pas bien, on ne peut pas aider correctement. Clairement. Donc, oui, C'est clé. oui, clé. on ne se C'est une clé. priorise pas, on priorise donc l'aider, mais vraiment prendre ce temps pour soi et être bien mentalement, comprendre que là, ça ne va pas et qu'il faut
qu'on soit bien, aller trouver une solution, c'est très important. C'est une clé parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Exactement, Tout à fait. exactement. Voilà, avec toute Tout la à bonne fait. volonté, c'est parce que Exact. nous avons la bonne volonté. Avec quand c'est vide, c'est vide. C'est pour ça que je disais qu'il y a des gens qui le font, Mais oui, parce qu'ils le font, mais voilà. c'est parce qu'ils sont obligés de le faire. Mais ils n'ont pas toute cette empathie, cette bienveillance. C'est Donc ça. je le fais, et puis voilà, Voilà. c'est fini. Mais Ouais. il y a aussi, je me pose une question, je me suis vraiment demandé s'il n'y a pas un conditionnement, puisqu'on a parlé du fait qu'il y a beaucoup d'aidants, souvent ce sont des femmes. Ouais. Et j'étais confrontée à ça, ma mère et moi on était confrontés à ça, à entendre, c'est vous les femmes, c'est vous les filles, en fait, limite, c'est à vous de faire ça. C'est Je ça. me suis dit, est-ce que les hommes sont mal à Tout à l'aise? fait. Est-ce qu'ils ont peur de mal faire? Est-ce qu'on a été conditionné petite à devoir toujours être, Oui. à prendre soin des autres? 76%, hein, Oui, je le oui. rappelle, on l'a dit à l'instant, 76% des terrible, hein. aidants sont des C'est aidantes. terrible. C'est terrible. Et vous Alors, pensez que chacun c'est sa dû à responsabilité. notre société, notre culture ici? Je pense, oui. C'est propre à la Martinique, selon vous? Non. Non, je pas ne du pense tout, pas. Non, Non? non, non, C'est partout? non, oui. C'est le rôle de la femme maternelle. C'est pas le, oui, le côté Le côté maternel, voilà. Oui, mais mais c'est vrai qu'un homme n'aura pas la même patience. Pardon, messieurs. Ah, non, non, Ça risque. Il n'aura pas la même patience qu'une femme, je pense. D'accord. Mais Ah je trouve, ouais, je là, trouve que super. c'est injuste. Parce que des fois, j'ai entendu que par exemple, ils ont Chep ou ça. Je ne sais pas parler créole. Ils n'ont pas le cœur de voir, par exemple, le parent avec une certaine vulnérabilité, ou peut-être qu'ils ont peur au niveau de tout ce qui est change, ou je ne sais pas. le truc. Nudité, c'est déjà. Ouais. Voilà. Mais le truc qu'il y a, c'est que les femmes aussi, elles ont une sensibilité et elles vont au-delà de toutes ces choses parce qu'elles voient qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est injuste de laisser la femme crouler sous le poids du fait d'aider son parent. Est-ce que les hommes ne seraient pas plus, certains, dans le déni? Parce que du coup, l'émotion les submerge et ils se disent, par exemple, ah ben non, ma maman, elle n'est pas comme ça, Il y a ça. elle va très bien. Il y a ça. Sauf que Ouais, nous aussi, les femmes, on ressent la même chose. Ouais, des façons de penser. Il faut rectifier tout ça, quoi. Enfin, moi, je C'est pense de la que formation. dans les aidants familiaux, il y a toujours un sacrifié. Hein. Voilà. Il y a toujours, moi je dis, un sacrifié. Par exemple, tu es femme seule, sans enfant. Bon, ben, tu On va penser à toi. voilà, oui. Tu vas t'occuper de papa. Hein. Tu es seule, tu n'as pas d'enfant. Ben vas-y, occupe-toi de papa. Et- Et ils ne vont pas aider à côté. Hein. C'est ça. C'est vraiment, tu es toi et tu fais tout. Ah ouais, Tu fais tout. oui, Voilà, tu fais tout. on s'appuie sur toi. Oui, voilà. Alors, on te voit couler, hein, puisque franchement, physiquement, il y a un changement. Les dents peuvent maigrir. Dans mon cas, j'ai grossi. Les dents perdent de sa lueur, en fait. Mais malgré tout, on s'appuie encore sur les dents, on le noie. Et puis, comme les dents est fatigué, il ne va pas faire les choses Comme il faut. comme il faut. Il y a des fois des manques de logique et on va accabler les dents. Plutôt que de l'accompagner ou l'aider, dire vas-y, je prends le relais. Je sais que nous, on était là du lundi au dimanche, jour et nuit. Il y a un moment donné où je me suis dit, mais j'ai besoin, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille respirer, mais qui peut prendre le relais? Ben non, on fait appel, il y en a qui ne veulent pas. Et Alors, au sein de la famille, de l'entourage proche, c'est difficile, mais vous avez des structures comme un souffle pour soi, dirigée par Madame Becker, Heureusement. qui existe de plus en plus. Et d'ailleurs, il y en les a de Itata, plus en plus. Madame Becker, vous donnerez vos coordonnées pour que vous soyez contactés si jamais quelqu'un doit le faire. Alors, sans transition, on va passer à la tribune digitale. Alors, les Itata, la tribune digitale et chers invités, chers intervenants, elle va piquer. Alors, cette tribune digitale, si vous regardez cette émission pour la première fois, c'est cette petite tribune de quelques minutes que je réserve en fin d'émission afin de vous présenter une question, ou encore un commentaire que j'aurais trouvé sur les réseaux en préparant cette émission, puisque en amont, je fais les appels à témoins. Et souvent, j'ai des retours de personnes en privé, en message privé, qui me disent, qui me demandent de poser telle ou telle question sur le plateau. Alors cette question, je l'ai trouvée, on est d'accord que ce n'est pas ma question, c'est une question qui a été, qu'on entend d'ailleurs souvent quand on parle d'aidants familiaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, mais la voici, elle est celle-ci. Il y a à la clé héritage et transmission de patrimoine. Ne nous voilons pas la face, les limites du don de soi se trouvent chez le notaire, n'est-ce pas? Qu'avez-vous à répondre à cette personne? les limites du don de soi se trouvent chez le notaire? La question, alors rappelez-vous, notre question du jour, le don de soi a-t-il ses limites, n'est-ce pas? Et c'est donc l'appel à témoins que je lance. Et la réponse qui est revenue, c'est les limites du don de soi se trouvent chez le notaire par rapport à l'héritage, etc. Alors qu'avez-vous à dire
Elle est difficile à entendre, la question, mais nous Oui, sommes à Faut causer oui. et il faut pouvoir aborder et répondre à ces personnes qui pensent que vous le faites au-delà de l'amour, etc. Ce sont de grands mots. Vous le faites où ça s'est fait souvent par rapport à ça. Qu'avez-vous à dire? Alors, ce que j'ai à dire, peut-être que je serai à côté de la plaque, je ne sais pas, mais pour moi, les limites du don de soi ne se trouvent pas, ne s'arrêtent pas chez le notaire. bien sûr. Personnellement, j'ai été présente pour mes grands-parents. Je ne suis pas héritière de quoi que ce soit et on ne s'est pas gêné de me le rappeler quand même, puisque lorsque la personne décède, on te rappelle que tu n'es pas l'enfant, d'accord? Mais je pense que même sans avoir été comment dire, héritière, j'aurais pris soin de ma grand-mère quand même. Quand même. Wade, allez-y. Après. Je trouve la question très forte, Oui, moi aussi. car ça voudrait dire que notre amour, notre temps peut se quantifier. Voilà. C'est ça. Donc, si la personne vaut un certain patrimoine, ben, c'est ce que vaut notre temps et notre amour. Je trouve ça très triste. Oui, cette question met l'accent sur, je peux les appeler les valeurs, et l'éthique, pour aller un petit peu plus large, l'éthique, Oui, bien sûr. et pour lâcher le mot, la morale Oui. dans les relations humaines. Et c'est vrai, c'est une réalité, ce que vous dites. C'est une réalité. Maintenant, effectivement, on peut éviter cette façon de faire, de penser, justement en développant des types de valeurs. Enfin, je ne dis pas plus. Mais Oui, c'est non, ce non, que mais veux dire. je pense que c'est très clair ce que vous dites. Maintenant, on parlait de profils. Quels sont les différents profils Voilà. des personnes qui C'est un sont... profil. Il y a ce profil-là Il y a aussi, un il ne profil. faut pas se leurrer. Faut pas Alors, se Madame leurrer. Dunon, alors moi je vais dire autrement. Oui. Et alors, si cet aidant s'est occupé de son père ou de sa mère durant, s'est sacrifié. c'est un profil. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a droit. S'il a droit à quelque chose, pourquoi pas? Il peut bien hériter de quelque chose. Je vois pas, dès qu'il le fait correctement, ben moi je n'ai aucun problème avec ça. Oui. Qu'en pensez-vous? Moi, je me questionne sur le fait de poser ce type de questions. Est-ce que la personne comprend réellement ce qu'on fait? Voilà, tout à fait. Parce que si elle comprendrait réellement, elle ne poserait pas Tout ce à type fait. de questions, je pense. Oh, ça dépend. Vous savez, il y a des gens qui posent des questions par rapport à leurs expériences personnelles ou ce qu'ils ont d'accord. vécu, ce qu'on entend souvent, ce qu'on voit souvent autour de soi. Monsieur Elisabeth, vous souhaiteriez toujours réagir sur ça? Non, c'est bon, C'est bon? On pose un thème clair. Il y a quand même une forme d'injustice quand on voit que l'aidant qui a donné tout est mis de côté, mais néanmoins, on n'aide pas une personne pour un héritage. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh bien Alors, sûr. ceux qui le Bien sûr. font n'ont plus cette Voilà, bienveillance. voilà, c'est ça. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Bon. Voilà. Ça peut arriver. Mais moi, je me dis que si un aidant, en fait, un aidant, c'est un métier, c'est non rémunéré, mais c'est un métier, être aidant. Hein. N'importe qui ne peut pas être aidant aussi. Donc, Oui, bien sûr. un métier, On s'improvise pas. voilà, on ne s'improvise pas aidant. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé de ce qu'il y a après. Alors, l'émission n'est pas finie. Hein. Je vous en prie. Nous sommes toujours en direct. Alors, allez-y. Alors, comme il nous reste 3 minutes ou c'est Non, bon? allez-y, allez-y. En fait, c'est par rapport à ce qui se passe après la mort des personnes qu'on aide, en fait. On se retrouve, en fait, face à une réalité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut se retrouver soi-même, il faut se reposer les bonnes questions. Mais se retrouver, c'est un cheminement vraiment difficile pour moi, en tout cas. Hein. Ça m'a pris beaucoup de temps, d'années pour me refaire et de me dire, je reprends où je me suis arrêtée, ou j'ai changé entre-temps, j'ai plus l'énergie d'avant aussi, qu'est-ce que je fais? C'est horrible, hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais on ne doit pas se sacrifier à ce point-là. On doit faire preuve d'abnégation, certes, aider, certes, mais ne pas s'oublier. Parce que lorsque l'aider n'est plus là, mais c'est un monde qui s'écroule. Tout à fait. C'est Tout à terrible. fait. Vous êtes dans le cas de figure inverse de madame à côté de vous. Maëlle elle n'est plus aidante puisque les aidés sont décédés. Vous, votre grand-mère est à vos côtés. On vous souhaite encore de longues années à ses côtés avec elle. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit de vous préparer sur l'après, pour l'après? Alors, je suis bien consciente qu'il y aura un après, mais c'est vrai que moi, de ma perspective, j'ai peur de cet après. Ça veut dire que je vois pas ma vie sans elle. Du coup, j'essaye petit à petit de me dire
Si elle n'était pas là, qu'est-ce que je ferais? Mais c'est vrai que je ne prendrais pas ça comme un soulagement, mais comme une fin du coup. D'accord. Alors, si votre grand-mère, on va entamer la dernière étape de cette émission en conclusion. Si vous aviez une phrase, quelque chose à dire, un message à transmettre à votre grand-mère qui certainement va vous écouter, vous regarder, ce serait quoi? Que je l'aime et que je suis très fière de faire ce que je fais à l'heure actuelle et que je le ferai jusqu'au bout. Merci. Même question pour vous, hein, on va passer tout à l'heure à Maëlle. Même question pour vous, monsieur Ça Elisabeth. pourrait me reformuler. Oui, bien sûr, avec plaisir. Si vous aviez une chose à dire à votre épouse aujourd'hui, avec tout ce que vous avez traversé, 50 années de mariage, vous avez 4 enfants, dont une qui vit avec vous et qui est aussi aidante familiale, puisqu'elle est à vos côtés pour aider sa maman, votre épouse. Si vous aviez quelque chose à lui dire à votre épouse aujourd'hui, là, maintenant, à travers l'écran. Oui, c'est une expérience extraordinaire, je dirais. Mais ça, je ne dis pas ça pour culpabiliser ceux pour lesquels je ne serais pas extraordinaire. L'expérience, ces 2 expériences que j'ai vécues, plus celle-là, m'a mené à une certaine réflexion personnelle. Et j'ai tout simplement, encore aujourd'hui, envie d'aider les autres. Merci à vous, monsieur Elisabeth. Je me tourne vers vous, Maëlle. Si vous aviez un message à transmettre, vous, aux Martiniquais, pour que l'aide ne soit plus un sacrifice, ce serait quoi? Alors, je dirais aux aidants, un aidant qui s'oublie est un futur aidé. Et il faudrait arrêter l'injustice, hein, homme-femme. Tout le monde doit avoir la main à la pâte, je suis désolée. Hein. Ça s'arrache les cheveux pour les héritages et personne n'est là pour la partie la plus difficile. la partie la plus difficile. Puis respectons un petit peu les personnes qui aident parce qu'elles sont épuisées des fois. Donc, et ces personnes épuisées ont l'opportunité de se tourner vers vous, Madame Becker, vos coordonnées pour être jointes. Allez-y. Ah, oui. Vous n'avez pas le numéro. Eh bien, écoutez, l'association... Voilà. Merci. Un souffle pour soi au 0696 672 597 ou bien contact unsoufflepoursoi.com. Alors moi, ce que je voudrais dire aux aidants... En conclusion, courtement. Oui, déléguez, ne restez pas seuls. Il y a des associations, il y a un souffle pour soi. N'hésitez pas, ne restez surtout pas seuls et déléguez. Aimez-vous. voilà. Super, merci à vous 4. Merci à vous 4 d'avoir été là. Vous l'aurez compris, aider, ce n'est pas s'oublier ni se sacrifier. Alors prenez soin encore des personnes qui sont à vos côtés et prenez soin de vous également. Bonne soirée et à jeudi prochain. Merci à vous 4.